Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, est-ce que tu peux te présenter? C'est la première question. Donc, moi, je m'appelle Lé. Donc, non, vous avez vu, il y a mon compte Twitter associé à ce live. Donc, Lé Nguyen Oang. Donc, Lé Nguyen, c'est mon prénom. Oang, c'est mon nom. Donc, si vous voulez m'inviter, faire gaffe un peu à ça. Mais bon, les gens m'appellent Lé sur Internet, en tout cas. Donc je suis mathématicien de formation, j'ai une thèse donc, en maths appliquées. Je suis maintenant collaborateur et médiateur scientifique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, qui est la meilleure université au monde. On paye pour le dire, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même l'une des meilleures universités au monde, en tout cas en Europe. Et je suis aussi vidéaste très actif sur Internet, de façon générale, sur la chaîne Science for All notamment. J'ai aussi le podcast Axiom avec Thibaut Giraud. Pour ceux qui aiment bien les trucs un peu plus poussés, on a commencé aussi un autre podcast qui s'appelle Robustly Beneficial, mais qui est en anglais et qui est sur la chaîne YouTube. Voilà, Robustly Beneficial, ça se trouve aussi sur iTunes et tout ça. Et c'est très sur l'éthique des algorithmes, et en particulier en ce moment, c'est quelque chose d'absolument critique, parce que pour pouvoir ralentir ou même combattre l'épidémie de coronavirus, du Covid, en fait, le plus important, c'est vraiment les notions de distanciation sociale, le respect des règles et tout ça, se laver les mains, tout ça, tous les bons réflexes. Et ça s'enseigne, donc ça passe par l'information. Et du coup, si les systèmes de recommandation notamment recommandaient davantage ces outils, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Et sinon, j'ai aussi écrit des livres. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle La formule du savoir, qui est sur les lois des probabilités, la formule de Bayes en particulier, et son application à toutes sortes de domaines, mais en particulier ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie de la connaissance. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, comment savoir ce qu'on sait, comment mieux savoir ce qu'on sait, comment raisonner finalement. Et en fait, c'est aussi critique pour la philosophie morale, même si c'est pas suffisant pour la philosophie morale. Parce que bon, le claim du bouquin, c'est que c'est suffisant pour l'épistémologie, pour la philosophie des sciences. Mais pour la philosophie morale, il faut d'autres choses. Mais ça reste ultra important de s'appuyer sur le raisonnement en présence d'incertitude, et on le voit très bien dans cette phase de coronavirus, puisque beaucoup de décisions ont dû être prises à un moment où on n'avait absolument pas toutes les données, même on n'avait que très peu de données, et elles n'étaient pas très fiables. Ça, c'est la plupart du temps. On a des données, mais elles sont incomplètes, elles ne sont pas fiables. Il faut prendre des décisions. Et à ce moment-là, raisonner avec l'incertitude, c'est quelque chose d'absolument critique. Et enfin, le dernier livre, le livre qui est sorti en novembre dernier s'appelle Le fabuleux chantier, qui est un livre de l'éthique sur l'éthique des algorithmes. Et je sors aussi, je peux l'annoncer, je sors un livre bientôt encore en avril, si je ne me trompe pas. Je confonds toujours les deux dates. Donc bientôt, vous pourrez aussi acheter un livre qui s'appelle Turing à la plage aux éditions Duno. Les autres étaient aux éditions EDP Sciences. Et voilà. Ça parle de quoi ici? Bayes, c'est le sang. Bayes, c'est la vie. Voilà, donc je peux voir vos commentaires. Je ne sais pas comment celui qui a commenté a commenté. Je sais même pas. Mais voilà, je peux voir vos commentaires, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. Ouais, donc tout ça. Ok, bon, là, je peux passer à la première question, parce que c'était la question 0. La première question, c'est raconte une action de vulgarisation liée au coronavirus que tu as mise en place. Alors, j'ai fait deux actions, j'ai beaucoup tweeté, il y a eu beaucoup d'activités sur Twitter, mais sinon, il y a eu deux actions plus grandes, on va dire. La première, c'est une vidéo que j'ai faite, qui a été publiée, je crois, le 9 mars, quelque chose comme ça. La timeline est super importante sur le coronavirus. Et je l'ai filmé le 6 mars, donc il faut toujours un peu de délai, il y a eu pas mal de modifications. C'est une vidéo, en fait, que j'avais pas sortie le but, c'était pas de combattre le coronavirus à ce moment-là, même si c'était un but, mais c'était pas le but principal. Le but principal, c'était de raisonner avec l'incertitude. Parce que à ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'incertitudes sur le coronavirus, il y en a toujours beaucoup. Et je trouvais que beaucoup des discussions étaient pas assez en termes probabilistes. C'était un peu trop
il faut paniquer ou il faut pas paniquer. Du coup, c'est des phrases un peu trop à l'affirmative à mon sens. Ou plutôt, il faut avoir peur, ne pas avoir peur, on va dire. Et alors, je viens de voir une question, mais j'ai pas eu le temps d'aller lire. Elle apparaît pas, je sais pas trop comment voir. Du coup, je trouvais qu'il y avait un manque de langage épistémique, de modestie épistémique et d'effort sur le langage probabiliste, notamment de projection sur les scénarios futurs probables, parce que c'est vraiment ça qui importe, même aujourd'hui, mais c'est ça qui importait aussi il y a un peu plus d'une semaine. Et je trouvais que beaucoup de gens n'avaient pas assez cette projection vers le futur, qui est d'ailleurs un énorme défi de communication et au sein des sciences, entre scientifiques, parce qu'il y a des domaines qui sont beaucoup plus dans la projection que d'autres. Si par exemple vous réfléchissez au changement climatique, c'est beaucoup des modèles prédictifs. Et il y a beaucoup de domaines qui sont beaucoup plus rétrospectifs, on va dire, qui regardent plus vers le passé. Donc typiquement quand on fait les statistiques classiques, on va dire, celles qui sont enseignées, ce qu'on appelle parfois fréquentistes, sont très souvent sur l'analyse de données passées. On va essayer d'étudier sur les données passées si on peut calculer des moyennes et des choses dans le genre. Et finalement, c'est pas très prédictif, donc ça projette pas tellement sur l'avenir. Et voilà, donc il y a une tension même au sein des sciences. Et il y a une tension aussi en termes de communication scientifique sur comment communiquer sur tout ça. Et ah si, je peux voir les commentaires. Okay. Bon. Est-ce que tu pourras faire des vidéos pendant la période de l'isolement? Oui, je suis tout équipé. En fait, il y a des vidéos qui vont sortir. Le problème pour l'instant, c'est que c'est plus une question de temps. Je manque, ouais, en ce moment avec l'actualité coronavirus, je suis à fond dessus. Je suis même pas à fond dessus, j'ai aussi d'autres choses à faire, mais ça prend beaucoup de mon temps forcément. Je travaille aussi sur un article de recherche, donc je suis occupé sur d'autres choses, mais je vais essayer normalement tous les contenus vont sortir aussi régulièrement que d'habitude, mais il faut juste que je trouve le rythme et le temps pour m'en occuper. Et puis sinon, l'autre action de vulgarisation scientifique, la grosse action de vulgarisation scientifique que j'ai faite, c'est quelque chose, la vidéo qui est sortie le samedi dernier. Donc samedi, je crois que c'était, je sais plus c'était quoi la date. Samedi, je regarde la date. Bon, enfin samedi dernier, où on a sorti collectivement, samedi 14 mars, on a sorti collectivement avec beaucoup d'autres vulgarisateurs une vidéo pour appeler tout le monde à augmenter leur distanciation sociale, annuler leur soirée, se laver davantage les mains, à prendre finalement la menace du coronavirus au sérieux, parce que entre temps il y a eu, notamment le mercredi la semaine dernière, il y a eu l'annonce de l'OMS qui annonçait que c'était une pandémie, qui était très alarmiste et qui m'a fait qui m'a fait prendre les choses en main. Le coronavirus, c'est un énorme défi, un énorme dilemme éthique aussi, parce que je suis pas un biologiste, je suis pas un expert, je suis pas un épidémiologiste, je suis pas un expert de ce genre de choses. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je sentais qu'il n'y avait pas assez de communication scientifique sur le sujet. Et du coup, j'ai senti la responsabilité de communiquer même si j'étais pas expert. Et c'est tout un défi de communiquer quand on n'est pas du tout expert. Et du coup, voilà, je pouvais retweeter des choses, donner mon petit avis par-ci par-là, avec un maximum de modestie épistémique, un peu partout. Mais je sentais que ça faisait pas assez d'effet. Et je sentais qu'il y avait besoin de quelque chose de gros. Et du coup, j'avais demandé, donc à ce moment-là, j'avais envoyé un email, donc c'était jeudi la semaine dernière, à des gens au Café des Sciences, qui est une association qui regroupe beaucoup de vulgarisateurs du web. Et je leur avais demandé de faire une communication collective, officielle, on va dire, du Café des Sciences. Bon, finalement, il y a eu beaucoup de débats aujourd'hui. Enfin, ça a mis un peu de temps, mais finalement, maintenant, il y a une page dédiée au coronavirus sur le site du Café des Sciences qui liste des ressources fiables. Mais c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mésinformations qui circulent en ce moment.
mais je sentais que c'était pas suffisant. Moi, ce que je voulais, c'est surtout donner la parole à un épidémiologiste. Donc, j'avais demandé au sein du café, est-ce qu'il n'y a pas un épidémiologiste que je peux interviewer? Et ça a mis plus de temps, mais l'interview a absolument eu lieu. Donc, j'ai interviewé Thibaut Fiolet, qui est en thèse en épidémiologie en ce moment. Et bon, ouais, ça c'était cool, mais après il y a eu quelques autres personnes au Café des Sciences, notamment Stéphane Debove et d'autres, qui ont motivé l'idée d'une vidéo collective pour vraiment mettre un message important. Et le fait que ce soit collectif, c'est super important parce que ça permet de dire que on est tous convaincus, même si on n'est pas experts, il y a suffisamment d'experts qui nous ont communiqué ce qu'ils savaient pour que on soit confiant, suffisamment confiant pour transmettre le message. C'était un peu le grand défi. Et ensuite, c'était une course pas possible de faire ça. On a fait ça en 2 jours. En gros, j'ai pris la décision de lancer le projet le jeudi à 13h et quelques. Et la vidéo est sortie samedi à 18h. Donc, on a fait une vidéo en un peu plus de 48 heures. Une vidéo collective comme ça avec 30 vidéos. C'était extrêmement difficile, mais et c'était un peu la bataille, mais on y est parvenu. Alors, moi, je trouve que c'est possible de parler sans être expert. Après tout, c'est 80% de YouTube de vulgarisation. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après coup, je me suis dit petit à petit que finalement, le langage probabiliste est très déficient et la croissance exponentielle est quelque chose de très mal compris. Et ça, c'est des trucs en lesquels je me considère expert. Donc c'est aussi des choses qui me justifient un peu plus à prendre la parole. Donc le Café des Sciences, donc c'est une association pour expliquer un peu plus. Ok, j'ai fait une fausse manip. Oh putain. Oh désolé, j'ai fait une fausse manip. Ah oh, putain. C'est pas ultra pratique tout ça. Moi je fais ça tout seul là, c'est un peu la galère. C'est la première fois que je fais ça. Oups, attends, je communique sur mon compte Twitter. Oups. Mauvaise manip. Ouais, j'ai voulu répondre à un message qui a été reçu en DM là. Et en fait, ça a quitté le live. Ok, bon, moi je reprends du coup. Désolé. Du coup, c'était super galère à faire. On s'est. Merci. Du coup, c'était une vidéo super galère à faire. Il y a eu pas mal de débats. J'ai essayé de pousser beaucoup de gens à participer. Vous pouvez imaginer la folie. En gros, et en gros, depuis ce moment-là, je suis. Enfin là, ça s'est un peu calmé, mais depuis en gros une semaine, je suis à fond quoi, sur des trucs liés au coronavirus. Il y a plein de choses dont je peux pas parler là, mais il y a eu beaucoup d'activités, essayer d'organiser des choses, de communiquer aux bonnes personnes, d'encourager les bonnes personnes à faire les bonnes choses. Donc c'était vraiment galère. Et en même temps, c'était assez marrant, quoi. C'était un peu la cellule de crise, comme dans les films, on va dire. J'ai relu hier les mails, la suite d'emails qu'on a échangés au sein du café. C'est assez rigolo à relire. Il y a eu des tensions, c'est un mot un peu fort, mais il y a eu des désaccords sur ce qu'il fallait faire, sur est-ce qu'il fallait faire la vidéo, est-ce qu'il fallait la faire aussi vite. Parce que communiquer en temps de crise, c'est avoir ce compromis entre
Si on communique plus tôt, peut-être qu'on peut avoir plus d'impact, mais si on communique plus tard, on peut avoir plus de fiabilité, et puis peut-être une meilleure vidéo du coup. C'était vraiment très très compliqué. Plein de petits dilemmes. J'ai aussi usé et abusé de toutes les techniques que je connais pour la prise de décision collective, parce que bon, c'est un peu mon background, donc j'ai fait ma thèse en théorie des jeux, et en particulier en théorie des scrutins, donc comment décider ensemble efficacement. Maintenant, il y a pas mal d'outils. Voilà, sans tous les outils du numérique, ça aurait été impossible à faire cette vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment cool. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient à fond derrière. Ça a mis beaucoup de motivation. Il y a eu une émulation, quoi. Ça a beaucoup aidé. Il y en a d'autres qui étaient très derrière, mais qui n'ont pas lu tous les emails, qui n'ont pas lu tous les messages. Forcément, il y en avait plein dans tous les sens. Qui du coup n'avaient pas compris que c'était pour samedi soir, et qui du coup j'ai dû envoyer des messages après les deadlines. J'ai mis des deadlines et tout ça. Bref, j'ai dû courir après tout le monde. Donc c'était vraiment pas facile, mais bon, finalement c'était une expérience très enrichissante. Je pense qu'il y a beaucoup à retenir de ça. Et sans doute que je ferai des vidéos sur tout ça, parce qu'en fait c'est finalement très important, parce que, et ça mène à la deuxième question. Il y a trois questions, hein. Ça va pas durer une éternité, enfin, quoi que ça dure 30 minutes. Ouais, ça mène à la deuxième question, c'est quel est le rôle de la culture scientifique lors d'une crise comme celle qu'on vit. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée, avec beaucoup de compromis entre est-ce qu'il faut davantage laisser la parole aux experts, est-ce qu'il faut davantage reprendre la parole des experts, est-ce qu'il faut davantage la reformuler, parce que voilà, un article de recherche, c'est sans doute plus valide que ce que dit un communicateur scientifique, mais c'est aussi beaucoup moins lisible et ça a aussi beaucoup moins d'impact. Et du coup, il y a la question qui se pose, quoi. C'est sur certains sujets, c'est pas grave si la population n'est pas informée. Voilà, si maintenant on change de protocole cryptographique et au lieu d'utiliser des courbes elliptiques, on utilise des trucs post-quantiques pour bref. Si le grand public ne sait pas de quoi on parle, c'est pas si grave. C'est pas tant qu'il utilise les outils, tant qu'on nous offre les outils dans le navigateur, ça pose pas de problème. Là où c'est très différent avec le coronavirus, c'est que c'était très important que le grand public comprenne davantage l'importance et l'urgence de la situation, parce que il fallait ensuite appliquer des mesures de distanciation sociale pour sauver des vies. Donc là, on était vraiment dans un cadre où communiquer de façon fiable avec des sources et avec la confiance que les gens ont en nous, c'était ça a vraiment pu changer des vies. On sera complètement sorti de tout ça. Quand est-ce que je pense qu'on sera complètement sorti de tout ça? C'est extrêmement difficile à dire, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai vu passer quelques trucs, je suis là pour le coup, c'est assez compliqué parce que je suis encore moins expert de cette question-là. Ouais, donc ouais, je préfère pas me prononcer ici. Bien sûr, j'ai des avis, mais je pense que il y a tellement d'incertitudes que ça peut aller dans tellement de sens différents. Bah, si j'ai un avis à transmettre, c'est on ne sait, enfin, on va en savoir beaucoup plus dans les semaines à venir. Du coup, il faut se préparer à devoir changer beaucoup d'avis. Et parfois, probablement, on va nous dire un truc et le lendemain, en fait, le même scientifique va nous dire l'opposé. Ça peut arriver parce qu'il peut y avoir des données qui sont arrivées entre-temps, il peut y avoir une découverte qui est faite entre-temps. Il y a beaucoup de recherches sur quels sont les traitements adéquats, quel est le risque de recontamination, est-ce qu'on va réussir à vraiment éliminer la maladie après confinement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de Rousseau, qu'on ait à nouveau une croissance exponentielle tout à coup et qu'il faille refaire un nouveau confinement. Voilà, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Je pense qu'il faut prendre en compte toutes ces incertitudes. Et du coup, je pense que moi, personnellement, un de mes défis dans cette période de crise, ça va être de faire l'apologie de l'incertitude, qui est déjà un peu mon livre. Alors, bien sûr que c'est mieux de savoir, mais l'idée, c'est de dire qu'il vaut mieux reconnaître l'incertitude que croire des certitudes qui sont erronées. Donc c'est évident dit comme ça, mais souvent on va nous pousser à avoir un avis, on va nous pousser à avoir une question, on va essayer de savoir,
Alors que et ça peut faire un biais, quoi. Ça peut nous pousser à conclure trop vite. Et du coup, le truc que j'aimerais promouvoir en ce moment, c'est raisonner avec l'incertitude. C'est voilà, nous on ne sait pas, mais on peut aussi très bien le vivre. En particulier, voilà, si jamais vous vous sentez pas très bien et que peut-être que vous avez un peu commencé à avoir un peu les symptômes du coronavirus. À l'heure actuelle, d'après mes estimations très grossières, j'ai l'impression en tout cas que la probabilité que vous ayez le coronavirus est en fait encore inférieure à 50%. Probablement, j'ai envie de dire, c'est pas le coronavirus, mais coronavirus ou pas coronavirus, prenez soin de vous, prenez soin surtout de vos proches, isolez-vous, reposez-vous, essayez d'aller mieux. Et si c'est pas trop grave, surtout faites attention de ne pas surcharger les hôpitaux parce qu'il y a des gens qui sont sans doute dans des conditions plus horribles que vous. Du coup, voilà, c'est le moment d'être altruiste et du coup de penser aux autres. Alors, quelqu'un pose la question, j'arrive pas à lire son pseudo, T0Ro. J'ai une question qui est sans doute stupide, mais j'ai du mal à comprendre. Le pic de l'épidémie n'est pas censé arriver à J+5 après confinement total. Alors ça voilà, c'est assez compliqué, je pense. Alors, en effet, je pense que ça va arriver dans les semaines à venir, peut-être une semaine ou deux. Donc, donc l'idée, c'est que voilà, donc si on arrive à confiner totalement tout le monde aujourd'hui, il n'y aura plus que les gens qui ont déjà contracté le coronavirus qui seraient malades. Et du coup, il n'y aurait que eux qui seraient malades. Et une fois que eux iraient mieux, en gros, donc, du coup, le temps qu'ils deviennent malades, donc la période d'incubation, le temps médian est estimé autour de 6 jours. Bon, après, il y a beaucoup de variations aussi. Et du coup, après ça, il y aurait moins de malades si eux ne contaminent personne. Après, ce qui peut arriver, c'est d'avoir des contaminations à l'intérieur du foyer, s'il y a plusieurs personnes qui vivent au même endroit. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui circulent encore. Il y a des gens qui sont dans la rue, mais il y a des gens qui doivent aussi aller au travail parce qu'ils ont des emplois. Il y a des gens, je pense notamment beaucoup à tous les médecins aujourd'hui qui sont dans des situations en période de crise qui ont un travail énorme à effectuer. D'ailleurs, toutes mes pensées vont à eux. Ils font un boulot incroyable. Et du coup, via ce genre de contamination, c'est possible que la contamination continue. Donc il faut espérer que le R0, le taux de personnes moyen qu'une personne contaminée contamine, il faut espérer que ce nombre soit inférieur à 1 pendant la période de confinement, et si possible très inférieur à 1. Mais c'est pas dit qu'elles sont inférieures à 1, ça dépend de comment les gens interagissent en période de confinement. Est-ce qu'ils vont encore voir des amis? Est-ce que voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes et on va voir comment les choses vont se dérouler. Bien sûr, on espère tous que tout ira bien, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Ok, je pense qu'on peut passer à la dernière question, qui est quelque chose censé répondre en tout cas. Qu'est-ce que cela change dans mes pratiques, cette période de crise? Alors là, sur la dernière semaine, ça a complètement tout changé puisque j'étais vraiment en période de crise, quoi, vraiment. Où essentiellement, je faisais pas que ça, il y a d'autres choses que j'ai faites, mais c'était difficile de faire autre chose, même psychologiquement. Mais oui, je suis beaucoup investi sur ça, parce que je pense que des vies sont en jeu. C'est une cause de ce qu'on appelle l'altruisme efficace. L'altruisme efficace, c'est des réflexions sur comment avoir le plus d'impact bénéfique pour le monde. Et d'après l'altruisme efficace, les pandémies, c'est un énorme risque. Et du coup, d'une certaine manière, j'étais un petit peu préparé à ça. Quand le coronavirus était encore assez faible, c'était pas non plus mon domaine, du coup, je ne m'y intéressais pas. Mais quand ça commençait à grossir, je sentais que la chose la plus efficace, la plus altruiste, la plus efficace que je pouvais faire, c'était communiquer à son sujet. Donc ça a complètement changé. Maintenant, dans les semaines à venir, comme tout le monde, je travaille depuis chez moi. J'ai ramené tout mon matériel chez moi, donc normalement, je suis équipé pour faire beaucoup de choses. Après, je vais essayer de reprendre les maths petit à petit.
à la fois pour changer, parce que c'est quand même plus cool les maths que cette période de crise. Peut-être faire des maths reliées à ça, mais en vulgarisation, on verra. Mais sinon, j'ai encore des projets de recherche sur lesquels je bosse, donc il faut que je m'y mette un peu plus. Et bref, faire des maths, c'est cool. Et je pense aussi développer toutes sortes d'activités. Voilà, il y a tous les trucs qu'on faisait. Moi, je suis dans plusieurs associations comme ça, comme Alton Efficace. Je tiens différents podcasts comme ça où on parle de faire des trucs bénéfiques. Avant, on faisait ça en présentiel. Maintenant, on va faire ça via Zoom, via les plateformes de télétravail. Et voilà, donc c'est un peu ce que ça change. Après, je pense que j'ai quelques sollicitations là, comme en ce moment pour communiquer sur ça. D'ailleurs, je pense que un message que j'aimerais passer, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de mathématiciens pour expliquer les courbes exponentielles et le raisonnement dans l'incertitude. Donc, ouais, je suis disponible pour être interviewé, par exemple. Parce que je pense qu'on donne beaucoup d'importance à la virologie, on donne beaucoup d'importance à l'épidémiologie, et c'est important. Mais en fait, si on y réfléchit, la crise qu'on va passer, c'est une crise ultra pluridisciplinaire. Il y a besoin de sociologie pour comprendre comment les gens interagissent, enfin, quels sont leurs réseaux d'interaction, comment est-ce qu'ils réagissent à telle ou telle recommandation de telle agence sanitaire, à telle nouvelle déclaration de tel politicien. Je pense que c'est important d'analyser tout ça pour mieux anticiper ce qui va arriver. Il y a des questions économiques majeures qui vont venir, hein, mais vraiment, vraiment majeures. D'ailleurs, Eureka a déjà fait 2 vidéos sur le sujet que je recommande vivement. Il y a des questions de psychologie énormes, parce que bien communiquer sur le coronavirus, typiquement, faut bien comprendre la psychologie des gens, savoir ce qui est dit. Je pense que tout ça, c'est important. Est-ce que j'ai lu le tweet relayé par Thomas Pesquet? Non, et je vais voir si je peux regarder sur mon ordi. Ok. Je sais pas combien de viewers j'ai. Il a écrit 620. Non, il y a 19, ok. Est-ce que je peux voir les coups? Non, moi j'arrive pas à voir le tweet de Thomas Pesquet. Donc je peux pas pouvoir réagir à cette question. En tout cas, là comme ça. Et voilà, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, je peux clore là. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les mettre. Ouais. En tout cas, il y a eu beaucoup de trucs nous, par exemple, avec des collègues, des amis du labo, maintenant on a une pause café virtuelle tous les jours à 13h. Et j'invite beaucoup de gens à faire des trucs similaires parce que c'est vraiment important de continuer à avoir des contacts pour le moral. C'est vraiment, vraiment important. Salut, tu pourras passer sur le live d'Asclepios ce soir, des questions seront posées dans ton domaine. Demandez à Asclepios de me demander, il va pas demander. S'il veut que j'apparaisse, en tout cas, ce soir, je suis disponible, je crois, de mémoire. Ouais, ça dépend de... Ouais, je suis disponible ce soir. J'ai un autre truc, mais c'est moins important. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on va clore ici. Et je vous laisse encore 1 minute pour poser vos questions. Ok, s'il n'y a plus de questions, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage surtout, prenez soin de tout le monde. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est distanciation sociale, gestes barrières et tout ça. Donc prenez soin de vous et surtout, il y a ça, mais il y a aussi prenez soin aussi du moral de tout le monde. Soyez plus souriants. Je pense que pendant longtemps, il y avait une priorité que je donnais à
que je donnais à alerter tout le monde, à être un peu dans l'urgence. Maintenant, on a un peu passé cette période, il me semble, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans une période où chacun reste un peu plus chez soi. Et du coup, on peut passer à une autre étape qui est plus essayer de se conforter, de se rassurer, d'aider chacun à moins paniquer, à être beaucoup plus tranquille. Et sinon, le Lemi Rouge demande quand est-ce que je ferai un autre live. Très certainement, il y aura un live sur ma chaîne sur un sujet qui n'a rien à voir, sur un truc de maths. Donc voilà, si vous me suivez, vous pourrez voir ça. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.